Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette plénière du Salon Stratégie Client de notre dernier jour de l'édition 2023. Mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du Client et j'ai le plaisir de conduire les débats de cette conférence aujourd'hui avec sur scène Jean-Marc Penelot, directeur de la relation client de La Redoute, Sébastien Pasdouet, qui est directeur des services et de la relation client du PMU, et Cécile Bianconi, qui est directrice de l'expérience client d'Elior France. Alors, le thème de cette table ronde est la proximité client, levier d'engagement. Vous voyez ce thème qui s'affiche juste derrière moi. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec nos trois invités. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, soit pendant les débats, soit à la fin de cette heure. Vous pouvez poser toutes vos questions au 06 44 64 37 39 sous forme d'un SMS ou depuis l'application de Livey ou encore en tweetant avec le hashtag stratégie. N'hésitez pas à faire tout ce que vous voulez, des photos, des vidéos, des partages, des meilleurs verbatim. On a même prévu quelques chansons. Non, je plaisante. On en a parlé un peu, mais vous savez que ça, on nos n'était invités... pas prévenus, hein, vous garantis rien. On n'est pas chaud encore. Oui, mais la relation client, c'est un peu l'improvisation. Et vous savez que nos invités ont beaucoup de talent. Alors justement, on va commencer par vous, par toi, Jean-Marc Penelot. J'avais prévu le vouvoiement, il faut que je passe absolument au tutoiement. Et donc tu es directeur de la relation client de La Redoute, et donc tu as figuré sur 2 podiums des CX Awards en 2020. Tu fais partie des figures de la relation client en France, tu es passé par La Poste, par Free, par SFR, par Club Internet, et à chaque fois tu as occupé des fonctions en lien avec le service aux clients. Tu es également coprésident de l'Agora des directeurs de l'expérience client de Lille, une fonction qui fait de toi, selon moi, un homme de partage et de réseau. Tu es également, tu as une caractéristique, c'est que tu as une vignette Panini à ton effigie. C'est vrai, ouais. Elle est toute virtuelle, puisqu'en fait, j'ai fait un album sur mon blog qui est l'équipe de France de la relation client. Et j'ai fait des vignettes Panini. Et donc, il y a une vignette de Jean-Marc qui fait partie, selon moi, des piliers et titulaires incontestés de cette sélection tout à fait virtuelle en clin d'œil. Alors, ce clin d'œil passé, est-ce que tu peux nous représenter, déjà te représenter, et puis nous donner quelques faits et chiffres sur La Redoute? Bon, je pense que sur la présentation, Thierry a tout dit et l'a bien dit. Hein. Merci beaucoup pour ce beau tableau réalisé. Donc La Redoute, je ne vais pas vous représenter toute La Redoute. Hein. Je pense que vous connaissez, enfin je l'espère, cette grande dame du Nord qui est avec une grosse renaissance depuis 2014, puisqu'elle a été reprise par ses dirigeants et ses collaborateurs hein, sur un modèle vraiment très très intéressant. Et on a eu la chance, en tout cas j'ai eu la chance de rejoindre après toutes ces belles entreprises du telco, La Redoute, pour reconstruire le service client et apporter à cette grande dame le pilier de la relation qu'elle a toujours eu, hein, puisque c'est quand même dans l'ADN de la marque d'avoir cette proximité, hein, avec ce gros catalogue qui était toujours en proximité dans le salon, et donc de reconstruire effectivement cette proximité via le digital, puisqu'on est passé sur du e-commerce. Donc en quelques chiffres, effectivement, La Redoute, c'est quand même 15 millions de clients dans le monde, ce qui est pas si mal que ça. Non, 12 millions, pardon, et c'est 15 millions de visites par mois, donc on est un des gros trafics français, de sites français. 2000 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui aujourd'hui est dépassé le milliard d'euros, alors qu'on perdait 50 millions d'euros il y a quelques années hein, encore. Donc un beau retour sur l'équilibre financier. C'est aussi un chiffre d'affaires qui est divisé par rapport à sa spécificité aussi de La Redoute d'avoir ses marques propres, puisque 70% de son chiffre d'affaires est réalisé par ses marques propres, AMPM, Redoute Intérieure sur ce côté maison. Et au côté sur une marketplace qui représente 30%, et 30% à l'international aussi. C'est peu connu, hein, mais La Redoute est aussi présente sur plusieurs pays qu'on développe aujourd'hui avec l'ouverture cette année de l'Italie et de l'Allemagne prochainement. Donc voilà un peu pour faire court. Merci Jean-Marc pour cette présentation. Alors Sébastien Pasdouet, donc tu es directeur des services et de la relation client du PMU. Et dans mon album virtuel façon Panini, tu figures aussi en bonne place avec Jean-Marc. Il y a un certain nombre de critères. Hein. Il faut avoir reçu des prix, il faut avoir accepté de témoigner. Donc ça, pour moi, le partage est important.
avoir eu un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine. Donc tu es un professionnel reconnu aussi du domaine de la relation client en France, élu service client de l'année 7 fois. Hein. On en parlait avant-hier. C'est pas moi. Hein. Avec toute l'équipe. Ouais. On en parlait avec Ludovic Naudier, le fondateur du prix qui animait une plénière. Vainqueur du prix Caliweb 2023. Je viens d'en parler sur mon blog pas plus tard que ce matin. J'ai publié un billet sur ce trophée qui consacre la meilleure relation client en ligne organisée par Cossedal Conseil. Donc bravo pour ce prix. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner quelques informations utiles sur le PMU à la façon de Jean-Marc en quelques faits et chiffres? Oui, avec grand plaisir. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 25 ans que je m'épanouis dans la relation client en général. J'ai traversé plusieurs industries, la logistique chez DHL, les telcos, on a ça en commun avec Jean-Marc, et j'ai travaillé chez SFR pendant de nombreuses années, les services à la personne et aujourd'hui le PMU. Le PMU, c'est une maison historique née en 1930, donc voilà, ça commence à dater un petit peu. Je pense que tout le monde connaît cette marque. C'est 1100 collaborateurs aujourd'hui, 13 500 points de vente partenaires. Très important ce maillage territorial qui permet du coup à tous nos clients, à tous les passionnés du jeu hippique de trouver un point de vente à grande proximité justement de chez eux. C'est une entreprise très technique qui collecte 10 milliards d'euros d'enjeux par an. Donc très technique, beaucoup de transactions évidemment liées à ce jeu hippique. Et puis quelques 3,5 millions de clients, dont 10-15% sont aujourd'hui en basé, jouent sur compte. Donc c'est ceux que vous connaissez le moins très probablement. Vous avez tous en tête le client anonyme qui joue de manière anonyme et en cash dans un point de vente. Eh bien, sachez qu'on a aussi des clients qui jouent sur compte, sur des interfaces digitales. Enfin bref, je vous raconterai ça peut-être à l'occasion d'une autre question, mais voilà. En effet. Alors Cécile, donc tu es directrice de l'expérience client chez Elior France. Alors tu n'es pas encore dans l'équipe de France de la relation client, qui est pourtant une équipe mixte, hein, je le précise. J'ai fait en sorte qu'il y ait autant de vignettes de femmes que d'hommes. Mais pour moi, tu joues déjà dans la Ligue des Champions. Et j'en veux pour preuve, en fait, une reconnaissance récente. Et c'est grâce à cette reconnaissance qu'on s'est connus, puisque tu as obtenu un Master 2 Management et Gestion des organisations de l'ESSEC. Et on peut le dire, hein, tu as obtenu la note de 18 sur 20, après avoir soutenu une thèse sur le thème, je vous la lis, comment, par la singularisation de l'expérience client, je fidélise mes clients partenaires en restauration collective. Un gros travail qui t'a permis de rencontrer aussi beaucoup de gens. Et je vois quelques visages familiers ici dans la salle qui ont accepté de faire aussi des interviews pour tes travaux. Donc j'adore cette volonté de progresser et d'apprendre tout au long de son parcours professionnel. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton entreprise? Alors déjà, merci pour cette présentation que j'accueille avec beaucoup d'humilité. Cette note, je la dois aussi beaucoup aux personnes formidables que j'ai rencontrées, dont tu fais partie. Je vois Florence, alors je ne vois pas bien tout le monde, mais Florence de la Française des Jeux est parmi nous. Elle a aussi contribué Elle vient écouter le PMU ce matin. Ouais, et cet après-midi, Sébastien écoutera Florence, puisque Florence sera avec nous pour la culture client. Ouais, on est un peu complices en fait, en vrai. Donc en tout cas, ce travail de thèse en parallèle de mon travail a été passionnant, parce que ça a permis d'ouvrir à différents secteurs. Et pour me présenter brièvement, j'ai fait différents secteurs. J'ai commencé par l'automobile chez Lexus, c'est comme ça que j'ai rencontré LNV. Ensuite, j'ai été dans la petite enfance, dans les crèches privées. Et puis, ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis dans la restauration. Mes moteurs, parce que je trouve que c'est toujours important de savoir quels sont les moteurs qui nous guident dans notre métier. Je dirais que le premier moteur, c'est le bon sens. Quand on fait un métier dans l'expérience client, c'est d'avoir du bon sens. C'est avoir un sens du collectif. Le collectif, je dis toujours qu'on travaille en bonne organisée avec mes équipes. J'ai quelques collaborateurs dans la salle, mais c'est vraiment important d'avoir un sens du collectif. Et puis une proximité, c'est le terme du jour, mais une proximité du bon sens et du collectif. Et donc ça me fait un parallèle pour vous présenter Elior. Elior, aujourd'hui, on est l'un des leaders de la restauration collective et des services. On est présent dans 5 pays sur 2 continents. Je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, chez Elior, on est plus de 97 000 collaborateurs dans le monde. On a un peu plus de 22 000 points de vente de restauration dans le monde. Et si on fait un petit focus sur Elior Entreprise que je représente aujourd'hui, la BU que je représente aujourd'hui, on est un peu plus de 5 900 collaborateurs. On a 1 200 points de vente partout en France. Donc la restauration d'entreprise, c'est on restaure les collaborateurs dans les sièges sociaux des entreprises.
Et on a une grande responsabilité puisqu'on nourrit chaque jour 123 000 collaborateurs en France. Et donc j'ai fait le petit calcul quand même, Thierry, parce que je trouvais ça intéressant, on parle de proximité client. Sur une année, finalement, on a 32 millions d'opportunités de créer un lien de proximité avec nos clients et puis finalement de créer un levier d'engagement pour nos collaborateurs. Et dans le monde, forte responsabilité puisqu'on nourrit 3 millions de personnes, que ce soit sur les secteurs de la santé, l'enseignement ou l'entreprise. Merci pour cette présentation. Je voudrais qu'on commence par, avant de planter, pour planter le décor, un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que chaque année, c'est un peu mon rituel sur mon blog, j'essaye de dessiner les tendances clients, j'essaye de trouver des qualificatifs pour notre client, pour l'année qui vient. Et Jean-Marc, j'aimerais que tu nous dises justement quel est ton point de vue sur ces tendances. En tant que professionnel de l'e-commerce, tu me disais, en préparant cette table ronde, que toi, tu es très sensible, évidemment, et tu vois effectivement dans ton métier de l'e-commerce un mix entre l'efficacité et la relation humaine, c'est ça ? Dans notre métier, on est obligé de savoir ce qu'attendent nos clients finalement, et on doit s'y adapter, et on voit que ces attentes évoluent extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, ce qui porte le client, c'est l'efficacité. Je pense qu'on attend tous aujourd'hui quelque chose qui soit simple, qui soit efficace, qui soit traité dans un délai le plus rapide possible. Donc ça, c'est vraiment déjà dans nos process, comment on est simple pour le client et comment on va à l'essentiel. Et donc, ça, c'est la base. Maintenant, si on veut créer effectivement de la valeur par rapport, en plus de cette base, c'est le côté relationnel qui vient appuyer finalement et compléter ce lien et qui s'adapte aussi à la situation. On a aujourd'hui plusieurs modèles. On a le digital qui pousse extrêmement fort. On voit les bots, le chat GPT qui arrive, etc., et qui apporte effectivement beaucoup d'automatisation possible sur des choses assez basiques, bien qu'on voit qu'arrive à faire l'IA maintenant. On se pose des questions sur l'avenir quand même. Mais en tout cas, on arrive à avoir un niveau d'efficacité assez intéressant pour le client qui veut lui juste savoir où son colis ou une réponse assez basique. Il l'a tout de suite 24/24. Par contre, dès que ça se complique, dès que ce client rentre dans une spécificité, il a besoin de se retourner vers un humain qui va lui apporter cette réassurance, cette confiance, et lui prouver que la marque est bien là et investie vers les attentions vers son client. Donc ça, c'est hyper important pour nous, c'est de trouver cet équilibre entre les deux, entre cette efficacité qui peut être digitale et humaine, en tout cas des deux côtés, mais conserver toujours ce contact direct avec nos clients pour justement créer ce lien et créer de la fidélité. Je pense que ce que je dis toujours à mes collaborateurs, nous, on n'est pas là pour traiter des réclamations, on est là pour fidéliser nos clients. Et ça change tout dans la démarche et dans la façon de regarder les choses, quoi. Donc, et on en parlera un peu par derrière, c'est sur les KPI qu'on suit derrière. Bien sûr. Sébastien, quel regard tu portes sur les attentes des clients dans ton secteur ? Parce qu'en fait, on parle du même client, même de secteurs différents, mais... Alors, je pense que globalement, nos clients, les grandes tendances que tu nous partages d'ailleurs tous les ans, on les retrouve et nos clients s'en font l'écho, très, très concrètement. En revanche, ce que je note peut-être pour zoomer sur cette clientèle-là en particulier, la montée des usages digitaux, de manière très concrète. Alors évidemment, comme dans beaucoup d'industries, à l'occasion du Covid, voilà, donc les gens se sont orientés beaucoup plus massivement sur ces possibilités digitales, mais du coup cet usage-là, il est resté, il s'est ancré en fait, et aujourd'hui dans des proportions assez significatives. Et en lien avec cette montée des usages digitaux, l'exigence, la progression effarante de l'exigence client, à juste titre, et à charge à nous de nous adapter à ça, mais cette montée de l'exigence qui est devenue très très forte, à la fois sur l'efficacité opérationnelle des choses qu'on est censé délivrer, que ce soit technique ou simplement cette notion d'un effort limité quand je veux rentrer dans un usage, un parcours digital, un parcours tout court d'ailleurs, vraiment limiter l'effort. Les clients acceptent assez difficilement d'avoir beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir un résultat. Et puis, on ne veut pas de ralentissement, on ne veut pas de dysfonctionnement qui viennent paralyser ça. Un autre point que j'ai noté aussi, c'est ce besoin d'hypercontextualisation des choses.
Le parcours pour tous ne m'intéresse pas tellement et de toute façon, il n'est pas adapté à mes usages en tant que client. Moi, je veux de l'hypercontextualisation. Je veux qu'on me pousse le bon contenu qui correspond à ma situation exacte, soit lié à mon profil de client, soit lié à l'usage, là, ce que je suis en train de faire très précisément maintenant. Et quand je suis planté dans un parcours, avoir un bon contenu d'aide qui me soit présenté de manière proactive et pas que je doive aller le chercher un peu profondément dans un site un peu complexe. Le dernier élément, c'est l'incarnation en fait, de la relation client, ce besoin d'avoir accès à des vrais gens, en fait, au-delà de ce que l'automatisation peut apporter, et je la jette pas du tout, hein, ça peut être très très bénéfique, mais il y a ce besoin d'une relation incarnée parce que c'est encore à date, et je te rejoins Jean-Marc avec ChatGPT, etc., on va reparler de cette chose-là, mais c'est cette relation incarnée qui est la mieux à même à date d'encapsuler les émotions, en fait, de tenir compte des émotions finalement pour diagnostiquer, prendre des décisions de prise en charge et de traitement. Donc voilà, c'est un peu ça, les grandes attentes que je note qui nous sont remontées par nos clients PMU. D'accord, merci. Alors Cécile, je sais que tu comptes parmi tes clients Jean-Marc en fait. Très exigeant, très exigeant. Tu vas pouvoir parler des attentes de Jean-Marc, des attentes du client dans ton secteur. J'ai beaucoup de pairs qui sont clients. Donc effectivement, on a la chance de gérer le point de restauration au CHU7 de la Redoute depuis septembre 2021. C'est un très beau site et on est ravis de l'avoir. D'ailleurs, mes équipes étaient lundi sur le point de restauration pour préparer le lancement de la nouvelle carte. Alors, ce que je voulais quand même rappeler pour bien comprendre les attentes du marché de la restauration collective, contrairement à mes collègues, la spécificité de la restauration collective, c'est qu'on est sur un marché B2B2C. Donc nous, notre rôle, c'est de réconcilier les attentes de nos clients partenaires. Donc nos clients partenaires, c'est les directions des entreprises, directeurs des ressources humaines, directeurs des achats, qui viennent contractualiser pour un service pour leurs sièges sociaux. Et ensuite, on a le client C, qui est finalement le salarié, le collaborateur de nos clients partenaires. Et le point positif, alors on a été touché de plein fouet par la crise Covid. Hein. Vous le savez, la restauration, on a perdu en fréquentation, on a fermé les bureaux, les restaurants du jour au lendemain. Mais ça a été bénéfique quelque part pour redorer notre profession, pour rappeler aussi aux collaborateurs que d'avoir un restaurant d'entreprise, c'est une chance aussi dans la vie d'une entreprise, dans le bien-être, dans ce qu'on peut avoir en termes de panel de services dans une entreprise. Mais ça nous a aussi obligés à réinventer l'expérience client. Pourquoi ? Parce que historiquement, on était très centré sur le B et puis les collaborateurs étaient très captifs. Ils venaient dans le restaurant d'entreprise, peu importe l'expérience délivrée. On ne se posait pas trop la question, il venait, c'était assez naturel. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Le collaborateur qui n'est pas satisfait de son expérience dans son restaurant, même si la restauration est subventionnée, il ne vient pas dans le restaurant. Donc on doit vraiment avoir une culture de l'expérience client aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis des années dans la refonte de notre projet d'entreprise et de nos offres. Et il y a donc deux attentes de nos clients partenaires. La première, c'est qu'ils veulent vraiment des services de l'excellence parce qu'ils ont un enjeu de marque employeur, de réattirer leurs collaborateurs dans leurs sièges sociaux. Et donc, ça passe par la qualité des services. Et la restauration, c'est le service le plus apprécié des collaborateurs. Ensuite, ils veulent, c'est un outil social. Donc, ils veulent apporter une restauration de qualité, accessible à tous, qui tienne compte aussi de l'hybridation des usages parce qu'on a tous pris des habitudes différentes pendant la Covid. Donc, il faut qu'on soit aussi en capacité d'apporter ces nouveaux usages. Et le collaborateur, il y a 4 grandes tendances. C'est finalement la conscience. Je me sens responsable de ma consommation, donc je veux savoir ce que je consomme quand je viens dans mon restaurant d'entreprise. Le mieux-être, je veux prendre soin de moi, je veux prendre aussi soin des miens, et je veux savoir la qualité des produits, d'où ça vient, quel impact ça va avoir sur ma santé. Ensuite, il y a un troisième point qui est les territoires. Et ça, c'est très bien, et on le porte fièrement, c'est je veux savoir quel impact j'ai dans mon territoire, l'impact sur mon écosystème. Et donc, on a lancé il y a 3 ans une démarche très ambitieuse autour du local. Et puis, on a une responsabilité, nous, en tant que restaurateurs. Et 4e grande attente, c'est l'expérience augmentée. Et donc, c'est finalement cette capacité on doit incarner, ces nouveaux usages et cette hybridation des usages dans une restauration de service où on est en présentiel, mais où le collaborateur, il veut que ce soit simple, il veut que ce soit rapide dans sa vie au travail, tout simplement. Très bien, merci. C'est vrai que c'est une forte contribution à l'expérience collaborateur, hein, finalement, cette qualité d'expérience client. Jean-Marc, au sujet de la proximité, hein, le cœur de notre thématique de table ronde, toi, tu dis que l'ancienneté de la marque tient beaucoup au rapport de confiance, justement, que vous entretenez avec vos clients à la Redoute. Cette proximité, elle vient aussi de la force de cette marque.
On va fêter nos 186 ans cette année quand même, donc c'est quand même pas mal pour une grande dame comme la Redoute. Et effectivement, l'ADN de cette marque, ça a été toujours d'être en proximité de ses clients, d'être en innovation, d'avoir finalement un service simple, de qualité, où finalement on est dans la famille, on échange en famille sur le catalogue, on coche les pages, hein, vous vous rappelez, pour ceux de ma génération qu'on était jeunes en tout cas. Et aujourd'hui, c'est comment on arrive à retrouver sur ce côté digital cette proximité en créant déjà des parcours digitaux où finalement on peut aussi faire ses courses avec ses enfants en disant j'ai un compte, hein, tu fais tes courses, tu le mets dans le compte et puis après moi je vais regarder si effectivement ça me va bien en termes de... Parce qu'il faut quand même vérifier ce qu'on met dans le panier. Hein. Et effectivement, ça permet aussi de retrouver cette proximité avec les marques et de trouver aussi des produits qui sont en ligne avec toutes les générations. Notre vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a des cibles de clients qui sont assez larges, hein, qui viennent des clients qui sont là depuis longtemps, mais la cible prioritaire, c'est aussi les mamans dynamiques qui ont peu de temps. Donc il faut leur donner effectivement les outils de proximité, l'application ou, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, l'hyper-personnalisation, où je vais retrouver extrêmement facilement tous mes produits, toutes mes marques, les bonnes tailles, et pas effectivement passer trop de temps à rechercher sur un site où il y a des milliers de références ce que j'ai besoin parce que j'ai pas le temps et il faut que ça aille vite. Et si là aussi j'ai malheureusement, et ça arrive assez peu à la Redoute, il faut bien le dire, un problème, c'est comment naturellement et sur mon média de prédilection, puisqu'aujourd'hui on voit que chaque type de client a aussi ses médias de prédilection, comment je lui apporte un contact, une réponse rapide, conviviale, et avec le suivi qui va bien. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai développement du messaging hein, par rapport à des outils comme Business Chat, WhatsApp, qui sont extrêmement simples pour le client. C'est-à-dire que je peux commencer une interaction avec la marque, m'arrêter, reprendre, on garde l'historique, et c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement rapide. Donc, on parlait de l'efficacité tout à l'heure, c'est exactement ça. Et comment, au bout d'un moment aussi, on est capable de revenir dans la proximité en disant, écoutez, là, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions. Ce que je vous propose, c'est de vous contacter par téléphone pour pouvoir poursuivre nos échanges et vous apporter la meilleure des solutions. Donc, c'est comment, effectivement, encore une fois, on trouve cet équilibre entre le digital et l'humain pour apporter le meilleur au client et créer, encore une fois, cette chaleur, puisque le digital est toujours un peu froid. Hein, comment on arrive à trouver néanmoins de la chaleur par rapport à nos échanges avec nos clients. Merci. C'est vrai que je faisais un lien il y a quelques années sur mon blog parce que la Redoute est pionnier dans l'utilisation du messaging. Hein. Et le messaging vu par le client, ce n'est pas je dois aller chercher une adresse mail et écrire à une entreprise lointaine qui va me renvoyer un message, mais j'ai une conversation à partir de mon carnet d'adresses, à partir de mon application, et comme j'ai l'adresse ou le numéro de téléphone de mon épouse, mon ami, mes enfants, j'ai aussi celui de l'entreprise avec qui je converse. Donc c'est aussi des outils qui favorisent une forme de proximité numérique dans lequel la Redoute a été pionnier. Alors Sébastien, au PMU, vous êtes vraiment dans une relation de proximité, on va dire, plutôt naturelle. Hein. C'est une marque populaire qui produit des expériences vraiment très intenses, avec beaucoup d'émotions. Moi qui suis né à Chantilly, je sais de quoi je parle. Et avec des expériences très particulières, y compris pour les très gros clients. Donc la proximité, c'est un des points de différenciation qu'on cultive chez PMU. Oui, en fait, on a considéré assez basiquement que ça y est, ça faisait complètement partie de la dette, en fait, cette notion de proximité. On ne peut pas passer à côté. C'est même pas un élément de différenciation particulièrement, c'est juste ça fait partie de la dette. Il faut s'en préoccuper concrètement. Donc ça repose dans les points de vente sur la capacité du titulaire du point de vente à animer son point de vente. Donc là, c'est notre force de vente qui est aux manettes pour cultiver cette capacité à animer son point de vente avec proximité, etc. Mais à côté de ça, je vous le disais, on a des clients qui sont des clients en compte, dont on sait finalement pas mal de choses. Et donc on s'est organisé pour collecter de la donnée, en fait, assez basiquement, et être en capacité de l'utiliser à plein régime. Donc
voilà, un projet technique, data lake, voilà, enfin, évitons tous les gros mots techniques, mais vous avez compris le sens. Mieux exploiter cette donnée pour derrière identifier des marqueurs qui nous ont permis de créer, d'identifier des liens entre des familles de clients et segmenter notre parc client. L'intérêt de cette segmentation par les univers de jeu, puisqu'on fait du hippique, du sport et du poker, par les vecteurs de jeu, puisqu'on peut jouer en point de vente sur hippodrome, on peut jouer sur du digital, on peut jouer par téléphone, une segmentation par la valeur, une segmentation par des données de profil plus classiques. Tout ça, ça nous a permis de construire des dispositifs plutôt sur mesure. Alors, d'abord, on a commencé par nourrir le CRM de toute cette information pour que finalement tout le monde puisse profiter d'une interaction un petit peu plus personnalisée, et puis monter des dispositifs en fonction de la valeur du client qui sont de plus en plus peaufinés en fait. Voilà. Je voudrais ajouter un commentaire. Ce sujet de la personnalisation, du besoin de personnalisation, c'est un truc qui est un petit peu... faut avoir en tête que la perception qu'a le client a une exigence de personnalisation qui est liée à la valeur qu'il estime avoir pour le business de l'entreprise. Ce critère-là est important en fait, dans la construction de ce qu'on attend en termes de personnalisation. On en a parlé dans la table ronde sur la fidélité hier, sur les programmes de fidélité pour celles et ceux qui étaient présents hier. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que pour autant, la valeur réelle de ce client pour l'entreprise n'est pas forcément égale à celle que lui pense avoir. Et donc, il est important, de la même manière qu'on construit des dispositifs de fidélisation, de personnalisation, etc., d'afficher, d'être assez clair sur la position de ce client dans la valeur de l'entreprise en général, pour que le contrat soit clair et qu'il n'y ait pas une espèce de surexigence qu'on ne saura pas honorer, etc. Pour revenir à ta question sur les très gros clients, alors on a effectivement monté un service qui est en fait l'équivalent d'une conciergerie, en fait, assez basiquement, qui est composé de conseillers dédiés qui ont des portefeuilles de clients. Donc là, on se parle de nos 3000, 3100 plus gros clients. Donc c'est 0,1% à peu près de nos clients qui sont responsables de 5% de notre business. Donc forcément, on en comprend vite la valeur. Donc là, cette conciergerie, ce sont des conseillers dédiés qui non seulement gèrent la relation à distance en tout point, sur tout sujet, y compris sur des dimensions finalement assez personnelles, et c'est là qu'on bascule dans quelque chose d'un peu différent de nos centres de contact habituels et de notre relation client habituelle, et qui font des face-à-face en fait. Ils vont jusqu'à rencontrer les clients à intervalles réguliers pour s'assurer que ce qu'on leur propose en termes de politique de fidélisation, donc les avantages auxquels on leur donne accès, le niveau de reconnaissance qu'on leur donne, les services premium qu'on façonne pour eux sont les bons et vont dans le sens de leurs attentes. Voilà. Merci pour cette présentation. Et dans un tout autre domaine, Cécile, celui de la restauration, qui est vraiment au plus près des clients au quotidien, le rendez-vous rituel en France et même dans d'autres pays, celui du repas. Chez Elior France, vous avez construit une identité de service qui a justement pour ambition de vous rapprocher encore plus de vos clients. J'adore cette notion d'identité de service, c'est un peu mon métier. Alors, je vais essayer de faire court, parce que c'est compliqué d'expliquer en 2 minutes, mais effectivement, on a fait le choix. On a été bavard un peu au début, je le dis mais sans pression, mais tout va bien. Et puis je pourrais échanger après. Mais on a fait le choix, effectivement, de baser un projet d'entreprise sur différentes briques où on est en parfaite maîtrise. Le savoir-être, le savoir-faire et le faire savoir. Et l'identité de service est liée au savoir-être. Et donc, on a souhaité former nos équipes sur l'identité de service au travers de l'exemplarité managériale et cette capacité d'incarner des attitudes commerçants, attentionnés, communicatifs. Et donc, on a formé une partie de mes équipes qui sont des responsables opérationnels de déploiement et d'innovation, qui sont des anciens directeurs de restaurants. On les a formés à savoir former. Et donc, ils vont accompagner tous nos collaborateurs sur l'ensemble des restaurants, sur 2 après-midi, à savoir incarner ces attitudes et les aider finalement aussi à les mettre à la place d'un client en disant finalement, vous, quand vous êtes client, vous attendez l'incarnation de ces attitudes et comment vous allez vous y prendre concrètement dans le restaurant. Et on va finalement vous donner des exemples et on va vous demander de prendre des engagements sur le service du jour d'après, donc de la 2e journée de formation. Et on va vous accompagner à incarner ces attitudes. Mais pour que ces attitudes soient bien incarnées, il faut que ce soit incarné par le manager au quotidien. On ne peut pas imaginer de demander à ses collaborateurs d'être exemplaires vis-à-vis de nos clients et d'incarner ces valeurs si nous, en tant que manager, on n'incarne pas ces valeurs et on n'est pas commerçant auprès de
nos équipes, on n'est pas en capacité de parler de la prestation, de l'offre de restauration avant le service, si on n'est pas en capacité de communiquer sur le client auprès de nos collaborateurs, mettre en avant les verbatims des clients, dire ça, ce que tu as fait hier, c'était super, mais alors attention, dans l'accueil, il y a peut-être des choses à réajuster. C'est important d'être communicatif et d'être attentionné. Attentionné sur le bien-être de nos collaborateurs, attentionné à leurs demandes et vraiment dans une volonté de les accompagner pour qu'ils soient dans cette parfaite configuration au moment où ils vont être au contact de nos clients au sein du restaurant. Ce qu'il faut bien avoir en tête en restauration collective d'entreprise, c'est que l'expérience client, on la compose avec nos clients partenaires. J'en parlais tout à l'heure. Ils nous mettent à disposition un restaurant qui est leur propriété. C'est le cas de la Redoute, c'est leur restaurant, ça leur appartient. Et donc, ça, c'est des briques, finalement, le rapport qualité-prix, la structure, la qualité du réseau, la DSI de l'IT chez nos clients. C'est des briques où on est en co-responsabilité avec nos clients partenaires. Par contre, l'attitude de nos collaborateurs, notre capacité à bien cuisiner, notre capacité à animer nos restaurants et à communiquer, là, on n'a pas d'excuses. Il faut qu'on soit dans une exemplarité managériale, il faut qu'on soit reconnaissable parmi l'ensemble de nos confrères. Et donc, l'identité de service, je vais essayer de décourter, mais c'est important de comprendre que, et c'est ce qu'on dit à nos équipes, régalez-vous. C'est vraiment le fil conducteur de ce projet. Régalez-vous, soyez fiers, vous faites un métier où vous avez un impact, vous nourrissez les collaborateurs tous les jours. Généralement, la pause déjeuner, c'est le moment où on prend du bon temps avec ses collègues. Donc, vous pouvez vraiment avoir cette valeur ajoutée. Donc, régalez-vous, incarnez ces valeurs. Et nous, pour Elior, ça nous permet aussi de passer le message à nos équipes que notre plus grande richesse dans un métier de service, c'est nos équipes. On peut se raconter des histoires pendant des heures, mais dans un métier de service, c'est notre capacité qu'on a à respecter, écouter, former. C'est notre responsabilité de le faire. Et c'est pour ça que mon directeur général et tous mes collègues du comité de direction et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, on a fait ce pari et on a mis des gros moyens humains de temps, d'embarquement et de formation sur cette identité de service. Et je pourrais vous en parler des heures parce que ça me passionne. Et quand je vois l'impact assez incroyable, parce que là, on a formé plus de 20 restaurants, et c'est un impact incroyable d'engagement, pour faire le lien avec le thème, sur nos équipes. Et ça crée de la proximité client, et surtout, ça crée de la satisfaction client. Cette identité de service, si vous voulez en savoir plus, et j'ai une bonne lecture pour vous, Maurice Thévenet, qui a écrit beaucoup de livres sur le management, parle de la différence entre les valeurs affichées et les valeurs opérantes. On a tous des valeurs, on les connaît plus ou moins dans son entreprise. Et lui, il parle de valeurs opérantes. Et une bonne façon de rendre les valeurs opérantes est de définir ce qu'on appelle effectivement des attitudes. Donc, c'est ces fameux 3 adjectifs, commerçant, attentionné, communicatif, qui constitue une espèce de style relationnel. Le style relationnel et une facilité. On ne voulait pas que ce soit une usine à gaz. On voulait que ce soit facilement... Et un outil de management au quotidien. On demande à tout le monde, dans toutes circonstances, dans toutes les situations de service, d'être commerçant, attentionné, communicatif. Tout à fait ça. Voilà, pour en dire un petit peu plus sur cette discipline passionnante. Et on va bientôt former les collaborateurs de la Redoute. Donc, formidable et excellente transition. Jean-Marc, à la Redoute, alors vous opérez sur le digital, mais aussi dans des parcours très complexes. Tu me disais que vous faites effectivement de la chemise au canapé pour montrer le grand écart en termes de service et d'expérience. Et vous voulez montrer une attention particulière à tous. Alors comment est-ce qu'on dose l'humain et le digital, le process et la relation, justement l'efficacité et la proximité dont tu parlais dans l'introduction ? On le gère par rapport au parcours. Encore une fois, déjà il y a une promesse. Et c'est effectivement par rapport à cette promesse comment on la tient. Et ça c'est le postulat de base. Si on ne tient pas la promesse, c'est là qu'on a des sujets. Donc c'est déjà de mettre tous les indicateurs pour tenir cette promesse et impliquer toutes les directions dans cette promesse. On a vraiment travaillé avec toutes les business units, la logistique, la marketplace, le commerce, pour se dire finalement, aujourd'hui on est tous pour le client et on doit tous suivre la même promesse. C'est effectivement cette date de livraison qui doit aussi nous engager et faire en sorte que tous doivent la respecter. Et après, il y a aussi des attentions particulières sur des produits pour le client où forcément il y a un stress plus fort. Quand vous achetez une chemise, ça à 20 €, ça se passe bien. Quand vous achetez un canapé, là, il y a effectivement un engagement beaucoup plus fort du client, puisqu'il faut déjà qu'il le choisisse, qu'il le commande. Nous, on le fait à la fabrication, donc il y a en général 6 semaines pour qu'il arrive. Après, il faut qu'il prenne rendez-vous avec le transporteur, que la livraison se passe bien, etc. Donc il y a beaucoup de maillons potentiellement qui sont plus
vulnérables et qui peuvent générer un impact sur ce parcours. Et donc ce qu'on a fait dernièrement, c'est aussi un des enjeux, c'était de prouver, et ça c'est le Graal qu'on cherche tous, c'est finalement de se dire la relation client, c'est pas qu'un poste de coût, ça peut être aussi un poste de profit. Comment on engage effectivement ce sujet, d'une part par rapport à donner de la data à toutes les business units sur toutes les informations de la relation client qu'on peut obtenir. Je prends un exemple concret, le taux de retour. Si je le croise sur une référence, le taux de retour, le taux de contact, le taux de satisfaction sur le produit, j'arrive aussi à avoir des données que je peux travailler avec mes homologues pour se dire là, il y a un sujet, proactivement, il faut peut-être le retirer de la vente. Et aussi sur ces parcours à forte valeur, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle un parcours un peu star, un peu pour les clients qui, justement, ont acheté ces canapés ou ces meubles sur des grosses commandes supérieures à 2000 €. On va leur apporter une attention particulière. Le lendemain de la commande qu'ils ont fait en ligne, on va les appeler pour faire un welcome call et dire merci déjà d'avoir pensé à la Redoute, d'avoir commandé à la Redoute, leur expliquer effectivement les différentes étapes de leur parcours, leur donner un numéro spécifique pour qu'ils puissent contacter en cas de besoin le conseiller qu'ils viennent d'avoir. On va mettre en place, on a mis en place une tour de contrôle qui va proactivement identifier tous les problèmes potentiels liés à cette livraison pour recontacter le client qui nous rappelle. Et on va le rappeler après sa livraison pour pouvoir voir si tout s'est bien passé. Et ça change tout dans l'attention qu'on donne aux clients, parce que là, habituellement, la relation client, on ne traite que les clients qui nous appellent pour un problème. Or, là, on est proactif et on donne une attention à tous ces clients qui, finalement, ne vont pas avoir de problème, mais qui vont pouvoir identifier cette attention particulière de la marque à leur rencontre. Et ça change tout dans les résultats, puisqu'on voit qu'effectivement, sur ces clients qu'on a contactés, on arrive à générer, d'une part, une satisfaction supérieure à 95%, donc ils sont extrêmement satisfaits de cette attention-là, et en plus, un taux de réachat de 10% supérieur aux autres, qui financent finalement cette attention et qui génèrent de la valeur. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est de se dire finalement, la relation client peut aussi devenir un poste de business et de création de valeur si on trouve les bons parcours et si on arrive à trouver les bons modèles qui correspondent aux attentes de nos clients. Merci, ça me fait penser à une bonne pratique d'une entreprise créée à Seattle qui commence par A, qui finit par N, dont le fondateur est un des hommes les plus riches du monde. Vous voyez de qui on ne voit pas, non? Non, vous ne voyez pas du tout. Ouais. Et en fait, en lisant la biographie de Jeff Bezos, donc d'Amazon bien sûr, en fait, il parle de ça, il est obsédé par ça. Enfin, dès le départ, il est obsédé par le partage des KPIs, le fait d'être très attentif, de partager entre tous les services pour être certain que tout le monde soit bien au fait des succès et des échecs de telle ou telle gamme, tel ou tel produit. Donc c'est exactement la bonne voie et la meilleure pratique. En effet, on peut être fier de la Redoute pour aussi cette même attention. Alors Sébastien, je l'ai dit en introduction, chez PMU, vous êtes le champion de votre catégorie pour la relation digitale. C'est pas moi qui le dis, c'est CaliWeb 2023. Comment est-ce qu'on gère le besoin, on en a parlé un petit peu, le besoin de self-care, d'autonomie des clients en ligne, parce qu'elle est manifeste par rapport aux attentes, et en même temps, une relation humaine, une proximité relationnelle. Ouais, alors on n'en a pas fini en fait avec la refonte de nos parcours digitaux. D'abord, je pense que c'est un truc qui est jamais complètement fini, mais force est de constater que nous, on n'est pas encore complètement à l'état de l'art, même si effectivement, on remporte quelques petits succès. Et merci pour les conseillers au passage. Voilà. Notre façon de procéder, c'est d'abord d'être vachement dans la co-construction. En fait, on fabrique pas les choses tout seul au PMU. On s'appuie énormément sur nos clients. On a monté un petit dispositif qui nous permet de cibler des clients par profil, par usage, pour les solliciter justement sur des maquettes, des parcours, des produits, la façon dont on voudrait les mettre en production, les mettre en ligne, etc. Donc ça nous garantit un niveau d'adoption qui soit un peu meilleur. Et on l'a vu puisque en fait on a fait un petit bond de 20% d'actifs digitaux en 2-3 ans là, donc ça fonctionne. Et le deuxième truc, c'est qu'on s'appuie sur un écosystème de partenaires. En fait, on sous-traite une partie de notre relation client à des outsourceurs qui sont des partenaires. Ce sont notamment des gens qui ont une connaissance cross-industrie, worldwide des sujets de relations clients et qui peuvent nous apporter beaucoup d'enseignements en fait, sur ces sujets-là.
plus d'autres partenaires techniques, etc. Mais on s'appuie beaucoup sur des professionnels pour essayer de façonner des parcours qui soient évidemment les plus efficaces possibles. Le deuxième point, c'est qu'il faut doser, on dose les choses. Le digital, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une relation client efficiente. C'est important, et il faut que ça fonctionne bien, mais il ne faut pas oublier que, et donc c'est le troisième point, un certain nombre de nos clients qui font l'effort de s'essayer à l'utilisation de ces parcours digitaux ne sont pas forcément hyper à l'aise de prime abord. Et donc si vous n'injectez pas la bonne dose de conseillers dans les parcours au bon moment via le bon média, là aussi c'est important de choisir le média d'interaction, ce n'est pas forcément toujours le même qui fait recette dans tous les moments de vérité client. Vous avez le choix entre le live chat, le chat asynchrone type messaging, qui se trouve être le média préféré de nos clients. Au passage, petite parenthèse, nous, les courbes se sont croisées au PMU, c'est-à-dire qu'on reçoit moins d'appels téléphoniques que nous n'avons d'interactions écrites avec nos clients. Ce qui est rare, ce n'est pas si fréquent que ça. Et le média préféré de nos clients, c'est le messaging. C'est justement ce conversationnel persistant avec cette petite dose d'asynchrone là qui leur convient le mieux. Donc, charge à nous de le positionner là où il faut dans les parcours, etc. Mais donc, injecter du conseiller, et c'est hyper important parce que quand un client est planté dans un parcours qu'il ne peut pas faire le dernier mètre tout seul, non seulement il est privé de ce qu'il était venu chercher, ce qui est une source de frustration, et le deuxième point, c'est que ça lui donne le sentiment qu'il n'est pas câblé pour ces usages-là. Ça le renforce potentiellement dans l'idée que ce n'est pas trop pour lui. Et donc, ça le prive de l'opportunité d'avancer dans cette pratique, et du coup de profiter à plein régime de ce qu'elle peut apporter, parce qu'encore une fois, c'est une vraie source de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est dans notre intérêt de co-construire avec eux et de leur tendre la main avec du vrai conseiller. Donc voilà. Merci de partager cette gestion de cette équation un peu particulière. Comment est-ce que chez Elior, justement, on gère ce mix humain, digital, interaction humaine, interface numérique? Alors nous, c'est un peu différent parce qu'on fait un métier... on est en présentiel, nos collaborateurs sont en contact quotidien avec nos clients. Et nos clients, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on les voit plusieurs fois par semaine. Un client qu'on voit une fois tous les 6 mois, on les voit plusieurs fois par semaine, donc il y a quand même un lien assez fort qui se tisse avec nos clients. Il y a 3 leviers, j'aime bien prendre ces leviers dans l'expérience client, et d'ailleurs ça fait partie de ma recherche de thèse, sur lequel on travaille avec mes équipes et avec mes collègues, c'est l'aspect du moindre effort. Il faut quand même que dans une expérience de restauration, les choses soient simples. Ça aille vite, on a accès à l'information, l'émotion. Là, on est en plein dans... tous les 3 sur ce sujet, oui. La réduction de l'effort. Oui, d'accord. L'émotion, finalement, comment je rends mon interaction unique, et là on est en plein dans l'identité de service. Et puis la gestion de la réclamation, j'en ai fait aussi un axe stratégique, puisque c'est pas un gros mot de se dire que nos clients réclament, et c'est presque parfois sain, et c'est nécessaire pour s'améliorer dans l'expérience. Donc comment finalement on fait que ce mixte chez Elior, la voix du client, elle est importante, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs, on a une application qui s'appelle TimeChef, où nos convives peuvent commenter, noter, avoir accès au menu, à la transparence des approvisionnements, et à différents usages, je reviendrai juste après. Donc le premier point, c'est de parfaitement analyser ces retours, cette voix du client, de façon, sur le site, nos directeurs de restaurants répondent à ces verbatims, et puis on a aussi une analyse sémantique qu'on a construite autour des moments de vérité. Et nous, ça nous permet de sentir les signaux faibles. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les signaux faibles pour singulariser l'expérience et finalement être là où personne ne nous attend. Parce qu'on n'a aucun doute sur le fait que nos confrères savent bien cuisiner, bien communiquer. Donc nous, on est vraiment très sensible à, quand on regarde de façon macro ces retours de verbatim, quels sont les éléments, les signaux faibles où on peut travailler et on peut pousser l'expérience au bout. Et puis ça permet aussi de responsabiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise, puisque la voix du client ne ment jamais, elle est factuelle. Donc ça permet de responsabiliser vraiment toutes les parties prenantes d'une entreprise. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la marque qui accompagne... L'Association pour le management de la réclamation client, qui a son stand ici. Et vous allez pouvoir apprendre à transformer le pépin en pépite. Ils nous ont accompagnés sur comment on appréhende cette gestion de la réclamation. Et le deuxième point qui est très important, c'est finalement le digital. Pour nous, ça a été une opportunité, je l'ai expliqué en introduction, d'être dans l'hybridation des usages. Les collaborateurs, aujourd'hui, peuvent faire du click and collect, peuvent faire du service à table. Et donc, grâce à cette application, on a pu être dans une expérience augmentée et laisser le choix des parcours digitaux
au collaborateur. Le collaborateur qui est pressé, qui n'a pas le temps de venir dans la salle de restaurant et de se restaurer avec ses collègues, il peut commander ses plats dans des frigos ou aller récupérer sur une borne ou pouvoir le prendre, emporter le soir. Mais on a différents usages et ça, c'était important aussi de les faire évoluer. Donc le digital, dans un métier de service, c'est nous aider à nous améliorer, améliorer l'expérience, porter la voix du client dans toutes les instances et donc bouger les lignes grâce à ça. Et puis améliorer, travailler sur le moindre effort et l'importance de la transparence de l'information. Ça, je l'ai parlé tout à l'heure de cette attente, mais c'est essentiel et le digital permet d'avoir accès à la transparence de l'information. Merci. Alors comme dirait Sébastien, on est dans la dernière ligne droite et avec la corde à droite et je vois le poteau d'arrivée qui se rapproche et donc je vais vous demander d'être peut-être un petit peu plus rapide dans vos réponses. Alors Jean-Marc à la Redoute, comment est-ce qu'on mesure la proximité justement ? Quel usage alors tu nous as parlé des usages que tu fais des données, de la voix du client, mais je sais que tu es capable aussi de déterminer une espèce de retour sur investissement, de ROI de la proximité. On commence à avoir effectivement des BI qu'on peut croiser et moi le premier j'ai commencé à réfléchir, se dire finalement ce client-là, comment on évalue cette performance. On a aujourd'hui le NPS que vous connaissez tous, mais qui reste quand même sur des clients où on se bat toujours pour avoir un taux de retour plus fort. On a de moins en moins de clients qui viennent dessus parce que finalement ils sont trop sollicités et au bout d'un moment... Et ceux qui viennent finalement, c'est ceux qui attendent quelque chose de la marque parce que ceux qui sont déjà partis, ils ne prennent pas le temps de répondre à vos questions. Pareil sur la satisfaction client qu'on a aujourd'hui en interne. Quand on clôture une demande suite à un contact à la relation client, on envoie une enquête et là, on se bat toujours pour avoir des verbatims, on se bat pour... Mais est-ce que ça représente vraiment la vérité vraie de nos clients et de ce qu'ils ont vécu ? Alors qu'effectivement, en réfléchissant un peu, on a un indicateur qu'on commence à mettre en place. Nous, c'est le taux de réachat finalement. Dans l'efficacité, qu'est-ce qu'il y a mieux de savoir si votre client revient ou ne revient pas ? S'il ne revient pas, pourquoi il ne revient pas ? Et ça, vous avez aujourd'hui pas mal de données qui peuvent vous donner ces raisons dans la data. Et pour faire aussi qu'ils reviennent, comment vous impliquez les différents maillons de la chaîne pour qu'ils contribuent à créer cette valeur ? Aujourd'hui, on travaille tous avec des partenaires de centres de contact, qui sont d'ailleurs trop des centres de contact et qui devraient être des centres de relations clients. Donc on a un vrai travail aussi d'accompagner ces partenaires vers des nouveaux usages. Un message pour beaucoup d'exposants. Oui, on en parle avec nos partenaires extrêmement régulièrement. Et c'est comment finalement, avec ces partenaires, créer aussi un indicateur de création de valeur plutôt qu'un des KPI qui sont ou tournés sur ces éléments qualitatifs qu'ils ne maîtrisent pas toujours, parce qu'encore une fois, ils sont souvent liés aussi au process de l'entreprise, à une conjoncture particulière. Mais si demain, aujourd'hui, on veut qu'ils créent de la valeur, c'est aussi les impliquer dans des nouveaux modèles économiques qui leur permettent aussi si aujourd'hui je crée de la valeur, c'est normal que j'en rétribue une partie à ces collaborateurs qui m'en font gagner. Et par contre, si aujourd'hui ils détruisent de la valeur, c'est normal aussi qu'ils aient des problèmes. Aujourd'hui, on a quand même un conseiller qui traite plus de 1000 contacts, 1000 clients par mois. Imaginez un mauvais conseiller, l'impact sur votre business sur une année, rien que pour un seul. Donc c'est comment aussi on contrôle que cette valeur, encore une fois, on est là pour fidéliser le client, on n'est pas là pour détruire de la valeur. Au PMU, il y a évidemment au cœur de l'expérience client, il y a des émotions fortes, il y a l'espoir de gain, il y a le divertissement, et qu'on doit retrouver certainement dans la voix du client. Quel usage tu fais de la voix du client en interne pour de rester proche justement des clients ? Ouais, beaucoup d'émotions liées à la compétition sportive qui génère de l'adrénaline, au jeu, on a mis de l'argent, clairement, concrètement sur une course, etc. Donc oui, les conversations sont empreintes de beaucoup d'émotions. Et au passage, ça veut dire que nos collaborateurs doivent être formés à ça. Et donc on passe aussi beaucoup de temps à les aider à être à l'aise dans ce type d'interaction qui est un peu particulière. Pour ce qui concerne la voix du client, en fait, on a mis en place une dynamique de feedback management en fait, qui nous permet, au travers d'une quarantaine d'études par an, 20 000 enquêtes par an et surtout l'analyse de 150 000 conversations avec nos clients chaque année, nous permettre d'identifier de manière assez précise, voire très précise, des irritants et des suggestions. Pas que des irritants, des suggestions clients aussi. Cette matière-là, cette matière première, elle est transmise de manière
hiérarchisé, trié, etc., à tous les gens dans la boîte qui ont la main sur un levier important dans le cadre de la construction d'offres, dans le cadre de l'amélioration de parcours. Voilà, ils ont une prise directe, ils ont des données, je parlais des data tout à l'heure, ils ont des données d'usage, des données de qualité produite, et ce retour client assorti d'un retour collaborateur aussi, puisque la voix du collaborateur est également auscultée, qui permet finalement de cerner de manière assez précise où se situent les points durs, les points noirs, les trucs sur lesquels on doit agir, et donc il sait comment cadrer son action et la faire avancer gentiment, quasiment au jour le jour en fait. C'est ce qui nous permet d'avancer gentiment vers une expérience qu'on espère de meilleur en meilleur. Chez Elior France, on utilise la voix du client aussi pour sensibiliser toutes les personnes et pas seulement celles qui sont en contact avec le client, parce qu'il y a beaucoup de gens en contact, mais aussi des gens qui sont en back-office. Donc la voix du client est aussi un levier pour... alors, tu nous disais que la voix du client ne ment pas. Elle ne ment pas. Ça, c'est un joli tweet qui vous est servi sur un plateau. Elle ne ment pas et elle responsabilise. Alors, comment on porte la voix du client ? J'ai un directeur général qui est très customer-centrique, qui a évolué aussi sur le sujet et qui a été à l'écoute. Et donc, tous les mois, j'interviens auprès de mes collègues du comité de direction, une demi-heure, sur la voix du client. Donc, on a des rituels. Je reviens sur... parce que l'idée, c'est aussi de valoriser des très bonnes initiatives collaborateurs. On a des réponses verbatim incroyables de nos directeurs de restaurants qui sont les ambassadeurs d'Elior et qui... Donc, ça mérite de mettre en avant. Et puis, parfois... pour qu'il y ait un éveil aussi, je mets en avant des mauvaises pratiques. Et l'idée, c'est de dire comment on fait en sorte que ça ne se reproduise plus dans le restaurant. La force d'Elior, c'est que dans notre comité de direction, on a les directeurs régionaux. Ça, je pense que c'est une vraie force d'avoir la ligne opérationnelle dans un comité de direction, parce que dans l'embarquement et dans l'exemplarité, c'est très fort. Et donc, il y a ce premier point sur la voix du client. Et après, je mets vraiment en avant de façon très factuelle les irritants miroirs, aussi bien pour nos collaborateurs que pour nos clients. Et là, on prend des leviers, des actions stratégiques, tous ensemble. Et comme j'ai toutes les parties prenantes de l'entreprise et toutes les directions, c'est beaucoup plus simple. Et c'est une rubrique qui est très attendue aujourd'hui. Ils ont pris cette habitude et ils apprécient avoir ce retour de client. Et puis après, ça devient presque... et c'est plutôt constructif de se dire qui va avoir la meilleure verbatim, quel va être le meilleur taux de réponse par direction régionale. Et c'est assez fabuleux d'avoir cet impact-là. Donc, ça, c'est le premier point. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'expérience client, la culture client, ce qui est très important, c'est la façon dont tu vas intégrer tes nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Et donc, chez Elior, on met en place des stages ouvriers. On appelle ça des stages ouvriers. Donc, toutes les fonctions support qui intègrent Elior passent plusieurs jours dans un restaurant pour être vraiment dans la vraie vie du terrain. Parce que c'est bien de parler du client, de mettre sur les écrans, de faire des newsletters, on le fait. Mais ce qui est parlant, c'est de mettre vraiment face à face la voix du client avec la réalité du terrain. Et les deux associés, ça fait des miracles. Et puis on est sûr que dès le départ, ceux qui vont œuvrer pour les collaborateurs qui vont être en contact du client vont très vite comprendre la complexité du métier et ce que leurs actions vont impacter sur le terrain. Et ça, c'est essentiel. Merci pour le partage de ces excellentes pratiques, comme vous l'avez compris. Et une dernière question, il nous reste maintenant 7 minutes. 7 minutes. Alors Jean-Marc, tu voulais aborder un sujet, tu as déjà fait référence à tes partenaires, tes prestataires, dont certains sont ici dans ce salon stratégie client. Mais tu voulais parler de l'alignement, de l'embarquement de tous les partenaires, justement, tous les sous-traitants de l'expérience client au sens large, pour être justement à la hauteur de la promesse. Bien, pour nous, c'est important parce que nos partenaires, c'est aussi nos ambassadeurs. C'est eux qui représentent la marque. On a effectivement peu de magasins. On a 11 magasins qui sont assez... C'est plutôt des showrooms que des magasins d'ailleurs, qui présentent les produits de la marque. Mais néanmoins, encore une fois, le lien va se faire quand j'ai une difficulté. Quand tout se passe bien, c'est normal. Le client ne va pas forcément avoir une attache par rapport à une marque. Il va se dire, voilà, j'ai acheté un produit, je l'ai reçu, c'est le bon produit, au bon prix, le bon délai. Par contre, si effectivement ça se passe mal, c'est là que je vais avoir l'opportunité de créer ce lien, de créer cette valeur qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment important qu'ils soient embarqués avec nous par rapport à ces enjeux, ces objectifs, et qui nous accompagnent dans cette réalisation. Et on passe beaucoup de temps, nous, avec ces partenaires sur le terrain pour leur donner effectivement cette conviction. On valorise aussi nos conseillers. Moi, une fois par an, je vais sur le terrain
les voir pratiquement par équipe, leur expliquer le bilan de l'année, les ambitions de l'année prochaine, les valoriser aussi sur le travail qui a été fait et les remercier en tout cas de leur implication, parce que ça c'est extrêmement fort. On a la chance d'avoir des partenaires qui sont impliqués et c'est un métier qui est difficile. Maintenant, on est encore exigeant et on veut effectivement les pousser à être moins en centre de contact, avoir des collaborateurs qui finalement ne sont pas des robots, puisque maintenant on a ChatGPT qui fait ça très très bien. Oui, plutôt bien, je l'ai interviewé sur mon blog il y a 15 jours. Et comment finalement ces conseillers demain sont capables d'identifier des émotions, de personnaliser, de sortir surtout un client du process. Il n'y a rien de pire pour un client, un conseiller qui vous dit bah, « je suis désolé, mais c'est le process ». Ah bah oui, mais moi, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème le process. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc comment j'ai cette capacité de se dire « je prends ce client-là, j'analyse la situation » et de toute façon, je dis souvent à mes équipes, en fait, vous ne ferez pas rentrer un client qui chose du 45 dans du 35. Ça ne rentrera pas et ça sera un peu douloureux pour le client, mais surtout pour le conseiller. Et pour la marque aussi en termes de taux de refidélisation. Donc voilà, c'est vraiment comment on travaille en forte proximité, comment on a aussi les retours du terrain, comment on les implique aussi sur la voie du conseiller, comment on travaille, on modifie les process et encore une fois, comment demain on a des indicateurs de performance qui sont liés au taux de réachat et à la création de valeur pour justement réaligner tout le monde sur les mêmes ambitions et parler aussi la même langue que nos DAF respectifs en disant voilà, on investit mais finalement c'est un investissement, c'est pas un coût. Merci beaucoup. Embarquer les équipes, les sensibiliser. Alors Sébastien, il y a une évidence et une équation. Tu disais qu'il n'y a pas de proximité client sans proximité avec les collaborateurs. Ouais, c'était juste pour faire un petit clin d'œil là en fin de session, juste pour rappeler que cette notion de proximité, de personnalisation, elle doit se jouer à l'intérieur de l'entreprise. Et évidemment, une relation un petit peu personnalisée, surtout quand on a des grandes équipes et qu'on travaille de manière pas quotidienne avec des collaborateurs. Un petit mot un peu personnalisé, c'est super bon pour l'estime de soi. L'estime de soi, ça génère de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est le moteur de l'engagement, c'est le moteur de la prise de décision, c'est le moteur de la capacité à gérer des situations complexes. Donc voilà, juste ce qui est bon pour nos clients, effectivement, c'est très très bon en interne en général. Donc il ne faut pas le perdre de vue, quoi. Merci Sébastien d'offrir un temps de parole à Cécile qui l'apprécie beaucoup. D'autant qu'il y a plusieurs questions. Il y en a peut-être une que je vais afficher tout de suite. Sur l'identité de service d'Elior, est-ce qu'elle s'accompagne d'une communication interne? En fait, c'est notre dernière question. Je sais que tu partages beaucoup des convictions justement de Jean-Marc et de Sébastien. Tu crois beaucoup en l'exemplarité managériale, en la considération, en symétrie pour les clients comme pour les collaborateurs, en la communication interne pour embarquer les collaborateurs. Alors, l'exemplarité managériale, c'est vraiment devenu notre moteur chez Elior. Après, l'exemplarité managériale, ça demande beaucoup de constance et d'exigence. Ça demande aussi un peu parfois de vulnérabilité de la part du manager. C'est-à-dire qu'il faut admettre parfois qu'en tant que manager, on ne fait pas toujours tout parfaitement et qu'il faut savoir un peu changer parfois de cap pour incarner les attitudes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire on demande aux collaborateurs d'être commerçants, attentionnés, communicatifs dans la relation avec les clients, mais on demande aux managers d'être commerçants, attentionnés, communicatifs dans ses relations avec ses collaborateurs. Tout à fait. Et dans le cadre de l'identité de service, pour répondre à la question, bien sûr qu'on communique dessus parce qu'on a eu des retours de verbatim collaborateurs et clients incroyables suite à ces formations. Des collaborateurs qui nous ont écrit, ont fait des métiers de rush, donc ils n'ont jamais le temps de se parler, ils n'ont jamais le temps de se poser. Le fait d'être formés tous ensemble dans leur restaurant 2 après-midi de suite, ça ne s'est jamais fait, c'est tout nouveau pour eux. Ils écrivent dans les verbatims suite à cette formation « J'ai appris à connaître mes collègues. Je suis fière d'être dans une entreprise qui vient me former dans mon restaurant. 2 après-midi de suite. » Et le client en face, quand il écrit une verbatim, il dit je vois la différence, les équipes, je comprends mieux ce que j'ai dans mon plat. Et donc en fait, le client est acteur de ce changement. Et donc c'est tellement marquant qu'on communique, on félicite nos équipes, on remercie aussi nos clients de considérer nos équipes. Et effectivement, l'embarquement, la formation, la communication, c'est très important. Mais si on veut que l'exemplarité managériale dure dans le temps, il faut toujours une pression positive, il faut toujours une remise en question. Et il faut surtout être sur le terrain. La conception de cette formation, si je n'avais pas accompagné mes équipes sur le terrain, si je n'avais pas fait des formations avec eux, quelle crédibilité et quelle exemplarité j'aurais pu avoir dans ce projet? Aucune. Donc ce que je demande à mes collaborateurs, je me l'applique à moi-même et c'est le même sujet pour les membres du CODIR, pour le middle management, pour les directeurs de restaurants.
Et sincèrement, il y a un embarquement assez naturel, parce que qui ne peut pas être fier de finalement représenter ses valeurs de service, qui est d'être commerçant, communicatif et attentionné. C'est la base. Merci pour cette belle conclusion. Alors, on avait prévu de chanter au début, mais en fait, quand je regarde la salle, on joue à guichet fermé, donc vous avez le même succès que... On ne voudrait pas rester sur une mauvaise note, surtout. On s'est dit qu'on allait allumer le feu. J'espère qu'on l'a fait. Je regarde les questions. Ouais, Jean-Marc nous avait dit que c'était une de ses chansons favorites, qu'il chantait en équipe, oui, c'est ça, hein? Avec les équipes, oui. On fait karaoké souvent, justement, pour créer cette émulation. Et c'est vrai que c'est une de mes spécialités. Est-ce que une question très pointue de la salle, personne ne réclame une chanson, donc une question très pointue, est-ce que l'un des invités envisage le recours à la vidéo pour converser avec les clients? Est-ce que c'est un canal de proximité? Est-ce que vous l'avez testé, exploré, vu? Vous voulez répondre ou... Nous, à date, ce serait illogique dans un métier de service et de restauration. On se voit plusieurs fois par semaine. Voilà, non, nous, on l'a un peu testé, on ne l'envisage pas, si ce n'est sur des activités très techniques, en fait, pour lesquelles l'image pourrait être importante pour mieux diagnostiquer les problématiques. Et ce n'est pas du tout des motifs de contact, évidemment, qu'on a. Donc non. Et à la Redoute? Nous non plus, pour l'instant, on n'a pas... été sur ce sujet-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans les prochains mois, prochaines années. On est assez innovant et on est toujours attentif à ces moyens de communiquer et d'être en proximité de nos clients. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois il y a de nombreuses questions. J'espère que, et je vois qu'on a à peu près répondu à toutes ces questions. Je suis très heureux d'avoir conduit cette plénière ce matin. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Merci encore à nos 3 invités qu'on peut applaudir chaleureusement. Merci pour vos témoignages, votre transparence, votre enthousiasme sur le sujet de la proximité client. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous.